Alors bonjour la gang. Alors comme précisé dans le milieu, dernier cours de la session, je pense que ça va peut-être rassurer certains qui étaient peut-être débordés. Ça va vous permettre de faire le tour, en tout cas, de vous répondre aux besoins de vos autres cours, considérant celui-ci. J'ai fait le tri de l'essentiel pour justement que vous puissiez atteindre la compétence quand même de ce cours-là. Donc avoir vu l'essentiel du cours pour le réussir. Le cours de cette semaine se divise en deux parties. La première avec les sections 4 et la seconde avec les sections 6. Section 4, nous allons aborder le sujet de la paye, chose qui devrait intéresser plusieurs d'entre vous, parce que je pense que vous travaillez tous, si je ne me trompe pas. Et 6, les taxes. Alors, vous êtes des payeurs de taxes et éventuellement, vous allez en payer toute votre vie et vous allez comprendre un peu le système par rapport à ça. Je reviens donc, je suis à la page 101 pour la paye. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart des entreprises de services, autant dans le domaine de la mode que dans tous les domaines, ont plusieurs employés. Des employés permanents réguliers, d'autres à temps plein, à temps partiel, à contrat, saisonnier. Alors, tous les types d'employés possibles. L'objectif de cette partie du cours-ci, c'est de vous donner de l'information de base, des notions de base sur un salaire. Alors, comment c'est émis, pourquoi il y a des retenues qui sont prises sur mon salaire, comment ça coûte à l'employeur finalement. Fait qu'on fait ça assez rapidement et c'est tout simplement la lecture que je vous propose pour le cours-ci. On n'a pas d'exercice, on n'a pas de problème et les pages sont limitées, vous allez voir. Alors la première des choses, c'est que sachez que la loi sur les normes du travail nous oblige à tenir un système d'enregistrement de dossiers d'employés, et ça pour une période au moins 3 ans. C'est-à-dire que si certains d'entre vous partent en entreprise et ont les employés, sachez que vous devez garder minimalement 3 ans de temps à la suite du départ de l'employé, ces informations sur lui, donc tout ce qui concerne finalement les payes qui ont été versées. Vous avez une mise en situation pour cette partie qui est une entreprise d'import-export dont le propriétaire a embauché uniquement 2 employés, donc Nathan Beauchemin et Alex Tanguy. Et on va voir un peu comment ça va au lieu de ces employés-là, puis vous allez pouvoir faire le lien avec votre paye si jamais justement vous travaillez pour une entreprise. Alors, vous allez voir que dans la page qui vont suivre, on va voir une fiche. Et partout où est-ce qu'on a de l'information dans les pages suivantes qui comportent un astérix, c'est l'information obligatoire qu'on doit contenir dans la fiche de l'employé. Il faut savoir aussi que les emplois sont de 2 types. S'il n'y a pas de s'il y a un syndicat, dans l'entreprise, si les employés sont syndiqués, c'est une convention collective qui vous lie. Donc, c'est un contrat pour tout le monde, finalement. Et c'est ça qui est négocié auprès de l'employeur. Par contre, si les employés ne sont pas syndiqués, normalement, c'est un contrat individuel que vous avez. Et là-dedans, c'est prévu des choses. Alors, c'est prévu souvent, si jamais vous n'avez pas de contrat, ce qui prévaut, ce sont les normes du travail. Donc, vous pouvez aller sur le site web des normes du travail pour voir c'est quoi les conditions minimales qu'on doit donner à les employés. Et si vous avez un contrat de travail, ça se peut que votre employeur vous donne des meilleures conditions que les conditions limite des normes du travail. À titre d'exemple, les normes du travail prévoient entre autres des jours fériés au nombre de 8 par année. Votre employeur, s'il est gentil, pourrait vous en offrir plus. Ça même, ça peut être aussi considéré comme un avantage, c'est un avantage, pardon, si vous êtes plusieurs années à l'emploi du même employeur. Au lieu de vous augmenter le salaire de façon significative, votre employeur pourrait dire, écoutez, quand c'est Pâques, au lieu de vous donner une journée ou l'autre, comme prévoit la loi sur les normes du travail, soit le vendredi ou le lundi, il pourrait vous offrir les deux. Ça, c'est un exemple. Alors, il y a plein d'autres exemples comme ça qu'on va aborder. Donc, à la page 102, vous avez la fiche technique du dossier de Nathan Beauchemin. Là-dedans, vous allez voir qu'aux pages suivantes, on a l'état de chaque point qui paraît sur ce fiche-là. Je suis à la page 103, donc on trouve en premier, en 1, le nom et le prénom de l'employé. Là, il faut faire attention un petit peu parce que il y a la question des femmes mariées. Je vous laisse lire l'information par rapport à ça. Je pense que ça vous touche pas par rapport aux dates que je vois là, du moins. En 2, on trouve l'adresse résidentielle, donc le lieu principal de résidence de l'employé.
En 3, le numéro d'assurance sociale. Et là, ça vous demande une petite attention, c'est-à-dire que la fiche d'employé, vous comprenez qu'elle ne peut pas tomber dans les mains de n'importe qui, puis qu'elle devrait se limiter aux employés qui font la paie. Avec un numéro d'assurance sociale, des informations bancaires, il peut y avoir un risque de fraude au niveau de l'employé. Donc, c'est des informations qui, en tout cas, quand elles sont à jeter, si elles sont sur papier, à déchiqueter et non pas à mettre au recyclage. Normalement, tout citoyen canadien a son numéro d'assurance sociale. Et évidemment, si vous êtes un immigrant, à ce moment-là, le gouvernement vous en attribue un. Et ça, c'est bon pour votre vie entière. Et il n'y a pas évidemment 2 personnes qui ont le même numéro d'assurance sociale. Ensuite de ça, facultatif, numéro de téléphone, adresse courriel. Là, il faut faire attention au niveau de l'employeur parce qu'il y a une nouvelle norme au niveau des normes du travail qui fait qu'il peut pas communiquer avec vous en tout temps. C'est-à-dire que oui, pour les raisons du travail, puis oui, de façon ponctuelle, mais il peut pas vous appeler à tous les semaines pour savoir si tu peux rentrer, puis ça, puis qu'est-ce que tu as fait, puis ça. Alors, c'est pour ça que c'est non obligatoire, mais recommandé quand même. Nom de l'employeur précédent en 5, ben ça peut être utile pour justement voir le cheminement que votre employé fait ou que vous avez fait dans l'entreprise ou avant d'être embauché dans cette entreprise-là. Emploi précédent, ben c'est justement, on a une espèce de au sein de la même entreprise, les emplois que vous avez pu occuper différemment. Il y a des entreprises qui ont plusieurs niveaux au niveau des employeurs, au niveau de tâches. Alors, vous pouvez être au début simplement, mettons, dans une entreprise où est-ce que vous êtes vendeur, représentant, donc vous pouvez être représentant, par la suite vous pouvez être responsable d'une équipe de représentants, puis après ça responsable d'un territoire. Donc vous montez dans des échelons, éventuellement directeur des ventes, etc. Donc on garde quand même une liste de vos emplois précédents. En 7, on a la date de naissance qui est très importante parce qu'évidemment, dès que vous avez atteint l'âge de 18 ans, il y a une cotisation obligatoire qui est prise sur votre salaire. On en revient dans quelques minutes. Le sexe de l'employé. Pourquoi l'importance, c'est que dans une entreprise quand même qui compte plusieurs employés, peut avoir des prénoms qui fait que c'est autant bon pour les hommes que pour les femmes. À titre d'exemple, il y a 2 ans, j'avais un employé qui s'appelait Samy. C'était une fille, c'était pas un gars. J'ai déjà eu une Claude aussi, qui était une fille et non pas un gars. L'importance d'avoir ça. Et puis, d'où l'importance aussi, c'est qu'au niveau de la loi sur l'équité salariale, qui est en vigueur depuis 2015, la loi oblige maintenant à donner un salaire équivalent pour un poste équivalent à un homme et une femme. Donc, c'est une façon pour eux de vérifier ça. En 9, on a la situation familiale et le nombre de personnes à sa charge. Donc, ça va être important de le mettre pour justement savoir quels sont les impôts qui vont être prélevés sur le salaire de l'employé. Et par la suite, vous avez différents items qui sont groupés, donc l'information sur le travail et le salaire, donc le taux horaire, donc combien est payé l'employé, ça peut être un taux à l'heure, ça peut être un taux hebdomadaire comme pour les cadres, sinon mensuel, les vendeurs, les représentants sont payés souvent au mois. Sinon, la durée de la semaine normale de travail, est-ce que c'est un nombre d'heures, c'est un nombre de jours, donc est-ce que c'est 35 heures semaine, 40 heures par semaine? Vous avez également en 12 nombre de périodes de paie par année. Alors, l'employeur peut verser des payes à chaque semaine, donc 52. Aux 2 semaines, 26. Sinon, à 2 fois par mois, qui sont 24. Et sinon, même une fois par mois, donc 12 pour l'année. Classification de l'employé. Ça, c'est dans des grosses entreprises uniquement, donc il y a des classements de postes, donc c'est à mettre, mais comme vous voyez, c'est facultatif. Et classification selon le titre d'emploi, c'est la même chose. Si vous voulez savoir c'est quoi vos classements d'emploi dans votre secteur de travail, donc dans le domaine de la mode, allez voir sur la classification nationale des professions et vous allez vous trouver un code qui est, selon ce que vous allez taper comme information, qui va vous dire quel est votre code de profession. Évidemment, dans votre domaine, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de types de professions. En 14, on a la classification selon l'unité syndicale et taux de cotisation. Évidemment, ça c'est si les employés sont syndiqués. Donc, on met l'unité, quel est le syndicat et aussi combien, quel est le montant qui est cotisé à chaque paye là-dessus. L'attribution de numéro d'employé pour les grandes entreprises, évidemment, parce que ceux qui n'en ont pas beaucoup ne requièrent pas ça. Classification selon la caisse de retraite. Alors ça, c'est vous pouvez, en tant qu'employé,
payer, avoir une retenue sur votre salaire pour votre pension. C'est sûr que quand vous avez 20 ans, c'est peut-être pas l'affaire que vous pensez tout de suite, mais ça devient important en vieillissant de façon à ce que quand vous allez voir arriver à mon âge, vous êtes content d'avoir un peu d'argent de côté pour pouvoir vivre plus aisément qu'une simple pension du gouvernement. Alors, l'avantage de ça, c'est que l'employeur peut, comme avantage complémentaire à la job, donc pour bonifier l'emploi, peut aussi contribuer pour le même montant que l'employé pour sa caisse de retraite. Donc, si c'est 50 pièces qui est pris par paye sur votre paye pour votre caisse, ben, l'employeur peut décider d'en mettre autant. Une façon d'encourager un employé à rester chez lui. Enfin, vous avez dans les pages, toujours sur la fiche, à la 17, la date de l'emploi. Donc, c'est important de mettre quand l'employé a été embauché. En 18, l'année de référence, c'est pour calculer vos vacances. Plus ou moins pas important de savoir ça. Il y a une norme qui s'applique, c'est qu'au moment où vous êtes embauché, un an plus tard, ben, vous commencez à avoir droit à des vacances. La durée des vacances en 19, donc de base, c'est 4% que vous avez dès que vous commencez à rentrer en emploi. Et les normes du travail prévoient qu'après 3 ans de service continu pour le même employeur, à ce moment-là, lui doit vous augmenter de 2% vos vacances, ça doit passer de 2 semaines par année à 3 semaines par année, pour une semaine normale de payer. C'est exemple, si vous travaillez 35 heures par semaine, bien, vous travaillez une année, puis l'année prochaine, bien, vous travaillez 50 semaines, vous avez 2 semaines de vacances payées à 35 heures par semaine. Puis au bout de 3 ans, bien, vous n'avez 3 semaines. Qu'est-ce qui arrive après ça? Ben, les normes du travail prévoient rien, c'est-à-dire qu'ils ne prévoient pas avoir plus que ça. Encore une fois, ça devient à la discrétion de l'employeur de vous donner plus de vacances. Et ça, c'est normal. Je pense que quand ça fait longtemps que vous êtes à l'embauche d'entreprise, c'est normal que l'employeur vous augmente pour justement vous retenir à son emploi. En 20, on a les congés, donc inscrire là-dessus. Sinon, 21, ben, les conditions de cessation d'emploi, donc lorsque vous quittez. Et ça, c'est important pour les employeurs saisonniers parce que eux ont droit normalement à du chômage si on fait un nombre d'heures pour l'année. Et ils doivent avoir ce papier-là, ce relevé d'emploi-là pour pouvoir faire la demande d'assurance emploi. En bas de la page 106, il y a un exercice que vous pouvez vous amuser à faire. C'est des informations sur Alex Tanguay pour remplir la fiche à la page 107, donc la même fiche qu'on vient de voir pour Nathan Beauchemin, à la page 102. J'arrête la capsule, je vous reviens pour la seconde.